Quand on s'intéresse à la criminalité, il faut forcément s'intéresser au droit pénal, aux normes qui font ou défont ce qui fait crime. Mais quand il s'agit de criminalité féminine, les enjeux dépassent le cadre de la simple norme pénale. Car il convient aussi de se pencher sur l'évolution de ce qu'on appelle la capacité juridique des femmes. La capacité juridique de quelqu'un, c'est, de façon un peu résumée, son aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, et à pouvoir les exercer. C'est un petit peu comme un statut civil, un statut légal. Et ce statut, on le sait, a longtemps été différent entre les hommes et les femmes. En Belgique, il faut par exemple attendre 1958 pour que la notion de puissance maritale de l'époux sur sa femme soit supprimée de la législation. Il faut attendre 1972 pour que la loi proclame l'égalité entre époux, et 1976 pour qu'une femme ne soit plus obligée de demander l'autorisation à son mari pour ouvrir un compte en banque. 1976, c'est tard. Tout ça pour dire que, pendant longtemps, les femmes souffraient d'incapacité juridique. Autrement dit, elles avaient moins de droits que leurs concitoyens de genre masculin. Or, comme le soulève à très juste titre l'historienne Laurence Guignard, le crime constitue une exception paradoxale à cette incapacité juridique des femmes et les place, en théorie, qu'elles soient mariées, veuves ou célibataires, à égalité avec les hommes. À égalité avec les hommes. Autrement dit, si la plupart du temps, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, le droit pénal, par contre, s'applique en théorie indifféremment aux hommes et aux femmes. Le mot-clé étant donc théorie. Car dans la pratique, la violence féminine posait et pose encore, selon les circonstances, deux problèmes à l'institution judiciaire. D'abord, et on en a déjà parlé, la criminalité des femmes déroge à l'ordre moral, en plus de déroger aux normes légales. Et ensuite, cette criminalité amène les femmes dans une arène publique, à savoir un tribunal. Alors que la répartition traditionnelle des rôles veut que, aux hommes la sphère publique et aux femmes la sphère privée. Or, comme l'explique Laurence Guignard, l'émergence au XIXe siècle de la figure de la femme folle offre alors la possibilité intéressante d'une indulgence judiciaire réservée aux femmes. Autrement dit, elle permet de fournir au juge une solution facile pour gérer, entre guillemets, la spécificité de la criminalité féminine. Ainsi, l'internement qui prend essor en France, par exemple à partir des années 1940, va concerner surtout les femmes. Notamment grâce, entre guillemets, au diagnostic de l'hystérie, qui permet de naturaliser la folie, en l'ancrant dans le corps des femmes, via leur organe le plus emblématiquement féminin, l'utérus. Dès lors, selon les mots de Groman Dvora et Claude Faugeron, pour l'idéologie libérale, la délinquance de la femme n'est plus considérée comme monstrueuse, mais plutôt comme une maladie, une maladaptation méritant un traitement. En lisant ces mots, ces travaux, j'ai repensé à une vieille histoire dont on m'avait parlé, celle d'une femme qui, à partir de l'année 1917, a tyrannisé une ville en l'inondant de lettres anonymes, et dont les actions ont abouti au suicide de 2 personnes. Cette femme était une vieille fille, comme on disait à l'époque, dont on a justifié les actions en les plaçant sous le signe de l'hystérie. Internée, puis jugée, condamnée et libérée aussi vite, elle a inspiré un film au réalisateur Henri-Georges Clouzot, et pourtant, son nom à elle ne vous dit rien. Ces lettres, elle les signait L'œil de tigre. Elle s'appelait Angèle Laval. C'est le premier corbeau que la France ait connu, et la seconde femme coupable de cette saison. Et parce que son histoire traduit des enjeux importants s'agissant de la criminalité des femmes, et surtout qu'elle a été extraordinairement documentée par des archives de l'époque, ce n'est pas un, mais 2 épisodes que nous allons lui consacrer. Et pour nous accompagner tout au long de ce récit, Francette Vigneron, journaliste et autrice de l'ouvrage L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire des lettres anonymes de Tulle, ouvrage sans lequel cet épisode n'aurait pas été possible et sur lequel il repose grandement. Faites de cette femme une espèce de vampe. Les femmes sont exclues du monde judiciaire. De Circé. J'étais bête, Cruelle, méchante, inflexible, pleine de défauts. sadique et perverse.
Femme coupable. L'audience est suspendue. Un podcast La Première de Juliette Proutot. Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'est rien fait. Préparé avec Margot Page. Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. Et réalisé par Anna Bui. Ne me coupera pas la tête. Femme coupable, saison 2, épisode 2. Angèle Laval, quand le premier corbeau de France est une femme. Le palais de justice de la ville de Tulle, en Corrèze, est situé sur un quai qui donne sur une rivière. La rivière porte le même nom que le département, la Corrèze donc. Pour accéder au tribunal, il faut passer par un petit pont qui enjambe la rivière et qui vous conduit pile devant l'entrée principale du bâtiment. Nous sommes le lundi 4 décembre 1922 et la foule grossit au fur et à mesure que la matinée avance. Ils sont des dizaines et des dizaines à se presser devant les marches du palais. Ils l'attendent. À défaut de tous pouvoir entrer dans la salle d'audience, tous veulent la voir arriver. Il est environ 11 heures quand sa silhouette apparaît sur le pont. La cohue se calme soudainement et le silence se fait. Tous la regardent avancer, dans l'air sombre de cet hiver qui s'annonce déjà glacial. Elle monte les marches qui mènent au tribunal, et tous s'écartent comme on laisserait passer un cortège funèbre. Il faut imaginer la somme de ces regards curieux, haineux, méprisants. Il y a quelque chose de l'ordre d'une jouissance collective aussi, à l'image de leur malheur, communautaire. Un journaliste de La Dépêche décrit la suite de la scène. Les degrés du palais gravis, Angèle se retourne et du haut de cette terrasse, elle jette un coup d'œil inconscient, peut-être de défi, à toutes ces maisons qui se haussent, se serrent, familiales, autour de la rivière et dont pas une ne fut visée par elle dans les manœuvres sournoises et meurtrières qu'on lui reproche. Nous sommes le 4 décembre 1922 et le procès d'Angèle Laval a commencé, elle le sait, sur les marches du palais de justice. D'abord, la salle du tribunal correctionnel est archi comble. Francette Vigneron, journaliste et autrice. Il y a la police qui empêche d'entrer des gens parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Il y a une barrière en bois qui sépare la partie du public qui va céder sous le poids, la pression des spectateurs. Donc ça attire énormément de monde. Il y a toute la presse nationale et même des journalistes qui viennent d'autres pays, mais en tout cas toute la presse nationale, régionale, locale, magazine, enfin tout quoi. André Violis, la journaliste, la reporter du Petit Parisien, dit quand on la voit entrer dans la salle, comment imaginer que c'est, et elle l'a décrit, cette fragile petite chose avec le battement de cils et la pâleur du teint, comment imaginer qu'elle puisse être l'abominable farouche œil de tigre? Ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. Et elle dit, mais attendez. Et d'un seul coup, elle répond au président, elle l'interpelle, elle coupe la parole, elle se lève, elle interpelle ses avocats, elle se tourne vers l'assistance, elle les toise et tout. Et elle termine, André Violis, en disant, c'est un petit serpent dressé sur sa queue. Un petit serpent dressé sur sa queue. Comme à chaque fois que c'est une femme qui est accusée, les descriptions physiques s'accumulent dans les journaux. Pour le quotidien français Le Matin, elle est là, Angèle Laval, elle est là, petite, un peu boulotte, un peu tassée, semblable sous ses vêtements de deuil, comme elle le dit elle-même, à un pauvre petit oiseau funèbre qui a reployé ses ailes. Mince, fragile, petit sac de charbon tout encapuchonné de crêpes sur lequel un menu visage pâle et collé comme un masque apparaît sans défense. Il y a de la finesse dans ses traits, de la candeur dans ses larges yeux. De temps à autre, des frissons secouent son long voile noir. De façon assez objective, voici ce qu'on peut dire de la jeune femme. Elle est menue, plutôt petite. On l'appelait la petite statuette, d'ailleurs. Brune, elle a des yeux bleus, toujours bien mise. Elle était toujours sobre, mais élégante. Et si les descriptions sont plus ou moins flatteuses, tous les commentateurs s'accordent sur le fait que le physique d'Angèle Laval, 37 ans, détonne par rapport aux accusations dont elle doit répondre. À quoi aurait-il fallu qu'elle ressemble pour que l'on ne s'étonne pas de son physique ? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que plus les accusés sont jolis, plus la surprise est grande qu'elle soit criminelle. Après, Angèle Laval n'est pas, à proprement parler, une criminelle, parce qu'elle se présente devant ses juges pour des délits, pour diffamation, injure publique et privée.
Très concrètement, elle est jugée pour avoir écrit des centaines de lettres injurieuses à destination de plusieurs personnes dans la ville. Et il s'agit donc bien d'un délit, pas d'un crime. Mais si l'affaire était aussi simple que ça, on ne serait pas là pour en parler. Car il est des fois où la qualification juridique des faits ne traduit ni le nombre de victimes, ni l'ampleur du traumatisme subi, ni, enfin, la passion violente et l'ambition destructrice du prévenu. Ce n'est la faute de personne. Le droit ne reflète pas la réalité. On ne le répétera jamais assez. Le droit, ce n'est pas la justice. Car Angèle, des lettres, elle en a écrit des centaines pendant des années. Angèle, elle s'est amusée avec la vie des gens, elle a harcelé, détruit des vies, pourri une communauté. Angèle, elle a poussé 2 personnes au suicide. L'une des 2 était sa propre mère. Sans regret. Un journaliste, parisien il va sans dire, parle des événements de Tulle comme d'une terrible tragédie provinciale. Mais il ne s'agit pas d'une tragédie provinciale, c'est juste une tragédie humaine. Et avant de se jouer dans l'arène judiciaire, cette tragédie prend place dans un décor assez particulier. Comme toutes les vraies tragédies, vous me direz. Acte 1. La jeune fille et l'enclave. Le décor de notre tragédie est un territoire dont les reliefs, les avals, les amont, les versants, ont infusé en Angèle Laval. Une ville encaissée, comme creusée au fond d'une vallée. La ville se nomme Tulle. C'est la préfecture du département de la Corrèze, située au centre de la France. Et ce décor, il était prévu que j'aille le voir de mes propres yeux. Mais la faute à un train en retard, une correspondance ratée, un rendez-vous manqué. Ce que j'ai vu de Tulle s'arrête au panneau d'affichage de la gare d'Austerlitz à Paris. Heureusement, Francette Vigneron, qui nous accompagne tout au long de ce récit, sait de quoi elle parle et elle peut me le raconter à distance. Tulle est la préfecture de la Corrèze, était et demeure la préfecture de la Corrèze. C'est une ville dont la population était à peu près à l'époque de 15 000 habitants. Oui, c'est une ville enclavée autour de la rivière Corrèze. Elle est enclavée parce qu'au fond d'un vallon et elle est entourée de plusieurs collines, ce qui fait que la ville elle-même, on a très peu de plats. Très rapidement, dès qu'on quitte les quais de la Corrèze, en fait, et qu'on va de part et d'autre, on est confronté à des ruelles assez pentues et reliées entre elles par un nombre important d'escaliers, de petits escaliers. Voilà. Le centre-ville historique de Tulle est appelé le Trek, ce qui est la contraction en occitan de tra aqua, tra aig, ce qui veut dire on traverse l'eau. Parce qu'à l'époque, enfin jusqu'au début du XXe siècle, il y avait un cours d'eau qui descendait d'une colline, une petite rivière qui venait se jeter dans la Corrèze, en plein centre-ville, et qui s'appelait la Solane. Et donc, les perspectives sont les collines qui entourent le cœur de la ville. C'est donc dans cet environnement, sur ce territoire encaissé, asphyxié, que notre tragédie se déroule et qu'Angèle Laval grandit. Cette fille de cordonnier et de couturière est née le 10 juin 1886 dans la maison de ses parents, comme ça arrive souvent à l'époque. L'adresse ? Le 111 rue de la Barrière à Tulle. Elle a un grand frère, Jean, de 5 ans son aîné. Le père cordonnier est bientôt propriétaire de l'immeuble. Sa boutique, située en rez-de-chaussée, fonctionne bien. La petite famille n'est pas riche, mais bénéficie d'une vie confortable. Les choses se compliquent toutefois rapidement quand, un peu plus d'1 an après la naissance de sa fille, Monsieur Laval meurt de la tuberculose. L'équilibre de la jeune famille bascule. La mère loue la boutique, recommence à travailler en tant que modiste. Sa sœur, Elisa, et ses parents l'aident financièrement. Les années passent, Madame Laval fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression sévère. Elle ne se remarie pas. Les 2 enfants sont scolarisés, reçoivent une bonne éducation. Angèle est inscrite jusqu'à ses 16 ans dans une école pour filles du centre-ville de Tulle. C'est une bonne élève. Elle a un bon niveau en écriture, en lecture comme en mathématiques. Elle obtient son certificat d'études. Mais pour autant, aucun élan particulier n'émerge de son histoire. Un élan pour une activité, une passion, quelque chose. En dehors de 2-3 remplacements dans l'école où elle a étudié, Angèle ne travaille pas. Quand, en 1914, la Première Guerre mondiale débute, Angèle vit donc avec sa mère et passe le plus clair de son temps avec elle. Elles brodent, elles vont aux courses, à l'église. La famille est pieuse mais pas bigote. Elle passe aussi beaucoup de temps avec sa tante, Elisa, la sœur de Madame Laval. Elisa est divorcée, fait rarissime pour l'époque, et n'a pas eu d'enfant.
Elle est couturière à domicile, une profession qui lui permet de rentrer dans l'intimité des gens. Et pourquoi pas d'en tirer quelques commérages au passage. C'est d'ailleurs une spécialité locale, le commérage. À Tulle, on appelle ça clamper. La ville a même érigé un monument, une fontaine, en l'honneur de ce loisir, entre guillemets. Elle a été inaugurée en juin 1984 et érigée à la demande d'habitants du quartier du Trek, justement. Francette Vigneron. Pour remplacer un vieux transformateur EDF. Et il a été confié à un sculpteur, Pierre Digan, de faire une fontaine avec pour thème les clampes, c'est-à-dire des femmes qui ont la réputation de colporter les ragots, les rumeurs et les nouvelles aussi, hein, pas seulement des ragots, dans le centre-ville et qui sont donc représentées revenant du marché ou allant au marché puisqu'elles ont leur cabas. Et, voilà. Et on les appelle les clampes. Clamper, c'est un mot typiquement de chez nous. Quand on voit des copines ou des copains d'ailleurs, parce que les clampes ne sont pas que féminines, loin s'en faut, on va clamper. On dit tiens, au lieu de dire tu viens prendre un café, tiens, on se retrouve à la rotonde, on va clamper par exemple, au Molière, on va clamper un peu, on va faire le tour des nouvelles, quoi. Voilà. Il peut y avoir un soupçon de méchanceté, de ragot. En tout cas, il y a une jouissance au fait de colporter. C'est la radio locale, quoi. Surtout à une époque où la population était encore très stable. Les familles se connaissaient, donc on avait besoin, on faisait le point régulièrement et par le moyen de la clamperie ou des personnes qui se rencontraient. Alors on a bien fait porter tout le poids de la chose aux femmes, mais moi je tiens à dire, et tout le monde le sait à Tulle, que les hommes clampent autant que les femmes. Et ces deux statuts qui sont devenus immédiatement, dès 84, emblématique de la ville de Tulle, a fait dire à un de mes amis qui est un tulliste d'adoption que Tulle est la seule ville de France qui a érigé un monument à la gloire de la médisance. C'est presque une fierté. Tulle, c'est la terre des clampes. Si les ragots ne sont certainement pas propres à Tulle, il y a quand même quelque chose de particulier. Dans cette ville enclavée, enfermée, presque renfermée sur elle-même. Une ville où tout le monde se connaît, comme un grand bocal. L'univers d'Angèle est donc restreint. Il se limite à sa mère, sa tante, l'appartement familial rue de la Barrière, l'église de la commune et quelques commerces. Voilà, c'est ça son royaume. On ne lui connaît pas d'amis, ni de prétendants. Or, la question du mari, du statut social, est cruciale pour les femmes de son époque. Femmes dont on attend 3 choses. Se marier, faire des enfants et servir son mari. D'ailleurs, il y a plusieurs cas où des jeunes femmes qui travaillaient, une fois mariées, arrêtaient de travailler. Elle, le cas ne s'est pas posé, mais sans doute si elle avait été mariée, se serait-elle arrêtée de travailler comme les autres. Mais pour Angèle, la chose n'est pas faite. Elle n'a jamais eu l'intention de faire une carrière quelconque. Sans doute espérait-elle se marier, ce qui n'a pas été le cas pour des raisons qu'on ignore. Elle n'a pas... Peut-être a-t-elle eu des occasions qui n'ont pas débouché, on ne sait pas. Mais elle est arrivée à la trentaine, passée, sans jamais avoir été fiancée. On sait qu'avec sa mère, elle a fréquenté... cartomancienne pour essayer de voir si voilà, sa mère aurait bien aimé la marier évidemment, mais les années ont passé et Angèle restait chez sa mère. La vieille fille, c'est celle qui a passé l'âge de se marier et qui va vieillir sans mari. Voilà, c'est un célibat qui dure. C'est un terme péjoratif, évidemment, hein, traiter quelqu'un de vieille fille. Mais aujourd'hui, on dirait une vaillante célibataire. Mais une femme était destinée à être l'épouse de quelqu'un. Et si elle n'y parvenait pas, si ça n'était pas possible, puis alors 30 ans, c'était déjà un âge avancé pour convoler. Le statut de célibataire a un impact dans la vie sociale de la jeune femme. Il restreint évidemment son champ des possibles. Mais il y a quelque chose d'un peu indolent, d'oisif dans son comportement.
Elle ne vit pas grand-chose dans son cocon et elle ne semble pas chercher à s'en extraire. Pendant ce temps, son frère, Jean, qui était rentré à la préfecture en tant que garçon de bureau, a commencé à grimper les échelons. Et 2 événements vont alors précipiter la vie d'Angèle. D'abord à cause de la guerre, qui a emporté les hommes sur le front, et donc on manque de main-d'œuvre, notamment dans les administrations. Et donc il y a davantage d'emplois disponibles, notamment pour les femmes. Et ensuite, son frère se marie et part du foyer familial pour s'installer avec sa femme. Ce faisant, il ne peut plus soutenir financièrement sa mère et sa sœur de la même façon qu'il le faisait avant. Donc il s'arrange pour trouver à Angèle un petit poste à la préfecture, dans le service de son collègue, Jean-Baptiste Moury, afin d'assurer à la famille une petite rentrée d'argent. Sur le papier, c'est anodin, c'est un détail. Mais quand on regarde le parcours d'Angèle, après coup, il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là, dans cette sorte de socialisation forcée, dans la découverte de la promiscuité de la vie de bureau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Angèle ne va pas se révéler dans le travail. En tout cas, les gens ne se plaignaient pas trop d'elle et restaient discrets. Elle ne montrait pas de cœur à l'ouvrage et petit à petit, elle a développé un comportement désagréable, intrusif, essayant de questionner, indiscret. Nous sommes en 1917. Angèle a 31 ans. Elle s'apprête à écrire sa première lettre. Acte 2, un monstre en papier. Alors, on a su tard, presque à la fin de l'affaire, comment ça avait commencé. Mais si on respecte la chronologie, ça a commencé en décembre 1917. Jean-Baptiste Moury, 40 ans, habitant au 36 rue de la Barrière, à Tulle, chef de bureau à la préfecture, reçoit une lettre fin décembre. Méfiez-vous d'Angèle Laval, elle cherche à se faire épouser. C'est une sirène, une charmeuse, son amour porte malheur. C'était une lettre écrite en majuscules, d'imprimerie, qu'on appellera aussi en bâtonnet, vous voyez, à l'encre, bien sûr. Hein. Et puis voilà. Donc imaginez sa réaction. Lui, il a la quarantaine, il est célibataire encore, il habite dans le même appartement que sa mère, au 36 rue de la Barrière, et il est chef de bureau, donc il suit à peu près la même carrière que Jean Laval, qui est son collègue et son alter ego, puisqu'ils ont le même âge. Jean-Baptiste Moury est extrêmement interloqué. Il n'en parle pas à sa mère, bien sûr, pour ne pas l'inquiéter. Et le lendemain, comme il se trouve qu'Angèle Laval est depuis quelques mois dans son service, il va lui en parler. Et elle lui dit « Oh, mais figurez-vous que moi aussi, j'ai reçu une lettre écrite comme vous me décrivez, comme vous me montrez. » Et que dit cette lettre, demande Moury, et elle dit elle me mettait en garde contre vous, en me disant que vous étiez un séducteur, quelqu'un qui disait du mal de mon frère dans son dos, quelqu'un à qui ne fallait pas se fier, que vous aviez une maîtresse en ville, et qu'il fallait surtout pas que je fraye avec vous. Ce qui va se passer, c'est que Moury, qui est le chef d'Angèle, va lui dire écoutez, chut, pas un mot, et les lettres furent, d'après Angèle et Moury, brûlées dans le poêle du bureau de Moury. Angèle Laval est donc l'une des premières bénéficiaires de ses propres lettres, ce qui, en réalité, est assez courant chez les anonymographes. Anonymographes, c'est comme ça qu'on appelle alors celles et ceux qui ne signent pas les lettres qu'ils envoient. Et donc, s'envoyer des lettres à soi-même, c'est d'abord une façon assez simple pour détourner les soupçons. Puisque, évidemment, être la seule personne à ne pas recevoir de courrier vous désignerait assez facilement. Mais ce qui est intéressant avec Angèle, ce n'est pas qu'elle se soit envoyée une lettre, c'est la façon dont elle se décrit dans le courrier qu'elle envoie à Jean-Baptiste Moury. Elle écrit « Angèle Laval cherche à se faire épouser. C'est une sirène, une charmeuse. » Comme pour le prévenir, l'avertir du risque, mais aussi de la menace tentatrice que sa personne pourrait constituer. Ce qui, dans la réalité, n'est pas du tout le cas. Elle se présente en femme fatale, irrésistible. Mais une telle description
relève du fantasme. Le fait est que la jeune femme n'a encore charmé personne. Si on lui reconnaît une certaine joliesse, une élégance sobre, on est bien loin de la sirène, du personnage mythique qui attirait par son chant les marins qui l'entendaient pour les mener à leur perte. Mais c'est comme ça qu'elle s'imagine, qu'elle se rêve. Ces 2 premières lettres ont donc pour objectif de créer un contact, une connexion secrète entre elle et son chef. Pourquoi ? Est-ce qu'elle est tombée raide amoureuse de son patron immédiatement ? Angèle, elle connaît Moury depuis longtemps. Il habite dans sa rue, elle au 111, lui au 36. Ils se sont beaucoup croisés, et puis c'est un vieil ami de son frère, donc elle ne le découvre pas soudainement. L'idée d'un coup de foudre semble, à ce titre, peu probable. Toujours est-il que l'étrange tactique de séduction ne fonctionne pas. Aucun rapprochement sentimental n'a lieu suite aux lettres. La jeune femme se rend alors plus insistante. Néanmoins, dans les mois qui vont venir, qui vont passer, elle va essayer de poursuivre Jean-Baptiste Moury de ses charmes. Enfin, elle va le draguer de manière d'abord très discrète, mais on en arrivera à un point où il demandera, puisque le 111 rue de la Barrière précède le 36, quand on part de la préfecture, on passe devant le 111 d'abord, et puis après, lui, il poursuivait sa route. Donc, ils pouvaient faire la route ensemble, vous voyez ce que je veux dire, jusqu'à ce que lui la laisse. Et il était tellement incommodé par les comportements lourdement allusifs de la demoiselle qu'il avait demandé plusieurs fois à un de ses collègues, M. Sakeli, de bien vouloir faire le chemin avec lui pour qu'il ne soit pas, pour décourager Angèle de l'importuner, lui. Elle en est arrivée à agresser sexuellement Moury un jour. Et ça, c'était peu de temps avant son licenciement. Outre le fait qu'elle ne faisait rien, qu'elle était fainéante et qu'elle répandait une très mauvaise ambiance dans les bureaux de la préfecture, et que son frère commençait peut-être à s'en rendre compte, mais en tout cas, un jour, elle vient voir Moury, et elle lui dit « Mon frère veut vous voir à midi », donc à la coupure du déjeuner, qui était assez courte à l'époque, dans son bureau. Il vous demande « Ah bon ?» Et Moury dit « Bon, ben voilà ». Et à midi, il se rend dans le bureau de son collègue. Alors, ils étaient devenus en 1919 tous 2 chefs de division. Ça veut dire un bureau de chef avec canapé, porte capitonnée. C'est beaucoup plus luxueux et confortable. Et il dira qu'à sa grande surprise, il a trouvé non pas Laval qui l'attendait, mais sa sœur, Angèle. Il dit « J'apprendrai plus tard que il n'était pas là de la matinée à la préfecture, donc il n'avait pas pu me donner ce rendez-vous. Ça, il l'apprendra juste après. La sœur referme le verrou du cabinet de son frère et il raconte, elle s'est jetée sur lui, elle lui a montré ses parties, elle s'est affalée sur le sofa, elle lui disait de la prendre. Il dit, j'étais complètement étourdie. Et il lui a dit non, je ne veux aucune relation avec vous, vous ne serez jamais ma maîtresse, je ne veux ni vous épouser, ni vous avoir comme maîtresse, je veux m'en aller. Et allant vers la porte, elle l'a rattrapé, bref, il a été obligé de la pousser pour pouvoir ouvrir les verrous et il s'est sauvé. Et il en a parlé à personne avant la fin de l'enquête parce elle avait 33 ans, lui il en avait 43, il était son supérieur hiérarchique et pour lui, il était certain que, outre la honte et la sidération qu'il a reçue, il aurait été sans doute accusé d'avoir peut-être violé ou agressé cette personne, si prude d'ordinaire. Voilà. Donc il n'en a parlé à personne. Angèle Laval se fait renvoyer quelque temps après cette agression. Est-ce qu'elle vit ce renvoi comme une sorte de double humiliation ? Le licenciement, moi je dirais plutôt un soulagement. Le rejet de Moury, oui. Et en même temps, son jusqu'au boutisme avait quelque chose de suicidaire, quoi. Profondément dépressif, moi je trouve. Mais c'est un passage à l'acte auquel on ne pouvait pas songer avant qu'il se produise. Entre-temps, Angèle apprend que Moury fréquente l'une des sténodactylos de la préfecture, du nom de Marie-Antoinette Fiou. Cette nouvelle nourrit quelque chose chez la jeune femme. Une sorte de rage, issue davantage d'une certaine frustration que de la jalousie amoureuse. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se débloque chez Angèle. Elle se lance alors dans une sorte de véritable cavale anonyme autour du thème « Essayer d'empêcher le mariage ». Je ne comprends pas, madame, qu'un homme intelligent et distingué comme monsieur Moury, ayant une belle situation, veuille épouser une petite rouleuse comme la petite Fiou.
Lettre adressée à la sœur de Jean-Baptiste Maury, le 24 août 1919. Tout le monde en est fort étonné. Jeune femme hardie, effrontée, elle a non seulement des amoureux, mais des amants. Elle est considérée comme une vulgaire intrigante, une coucheuse. C'est la femme galante dans toute l'expression du mot. Renseignez-vous, madame, sur la conduite passée et présente de cette jeune personne, et vous serez fixée. Renseignez-vous au restaurant de l'Étoile, à Brive, et vous saurez avec qui et avec lesquels Mademoiselle Fiou faisait les dîners fins. Elle poursuit dans d'autres lettres, indiquant notamment une étrange liste de jeunes femmes plus à même de convenir à Jean-Baptiste Maury. Pourquoi, madame, ne feriez-vous pas marier votre frère avec une jeune fille dont les parents seraient dans l'enseignement ? Vous rencontreriez non seulement la fortune, mais l'éducation. Par exemple, pourquoi ne pas lui proposer mademoiselle Néra, fille unique de madame Bénat, mademoiselle Goursol, jeune fille bien élevée, femme d'intérieur, bonne musicienne, instruction solide, tous les diplômes. Jeune fille qui, pendant la guerre, s'est distinguée à l'hôpital et non à courir les rendez-vous la nuit sur les routes désertes comme votre future belle-sœur. Ou encore, je vous avais, madame, causé de mademoiselle Goursol. Elle ne doit sans doute pas plaire à votre frère. Il a grand tort. Vous pourriez lui proposer mademoiselle Vacher, économe à l'école normale des jeunes filles. Âge et situation feraient bien son affaire. Il y a encore mademoiselle Bonneville, institutrice, sœur d'un conseiller de préfecture. L'une et l'autre sont des jeunes filles sérieuses et non des filles à rendez-vous comme la fille Fiou. Je plains votre frère, madame, de s'être laissé prendre aux paroles perfides et trompeuses de cette ensorceleuse. Recevez, madame, l'expression de mes sentiments distingués. Mais ça n'a pas marché non plus. Les tourtereaux ont continué à se fréquenter. Et puis on va vers les fiançailles. Annonce des fiançailles. Et là, des lettres qui couvraient d'injures, qui disaient tout le mal possible de plein de gens, sauf de Jean-Baptiste Maury et de Marie-Antoinette Fiou, qui étaient couverts d'éloges. Elle était la plus belle, la plus intelligente. Lui, il était le meilleur fonctionnaire, le meilleur collaborateur du préfet. Les lettres exigeaient que le préfet lui verse des émoluments et des primes faramineuses. Donc, l'auteur des lettres anonymes était devenu le plus grand défenseur, le turiféraire de Maury et de Marie-Antoinette Fiou. Par contre, tous les autres en prenaient méchamment pour leur grade. Et qu'est-ce que se sont dit les gens ? Parce que les gens sont tellement fins en matière criminelle et psychologique. Ça doit être Marie-Antoinette qui écrit les lettres anonymes. Elle a un bon niveau en français, elle est sténodactylo. Et voilà comment l'accusation et les soupçons contre elle ont commencé. Monsieur le préfet, on jalouse monsieur Maury, on veut lui nuire. En octobre 1919, elle écrit au préfet. Des gens jaloux et méchants font circuler de faux bruits de nature à nuire à sa réputation et à l'honneur d'une honnête et charmante jeune fille, mademoiselle Fiou. Mademoiselle Fiou est en butte à la jalousie féminine. Dans un autre courrier encore, Madame Fiou ne compte dans la préfecture que des sympathies. Toutes les jeunes femmes travaillant dans l'établissement ne peuvent en dire autant. Élevée à l'américaine, elle est très sérieuse et quoique ses adorateurs soient nombreux, elle a toujours été très honnête. Monsieur Maury l'aime follement et son intention est d'en faire sa femme. Vous devriez, monsieur le préfet, lui conseiller de l'épouser le plus vite possible, afin de soustraire aux calomnies de certaines jeunes filles, vieilles, laides et acariâtres, n'ayant jamais pu rencontrer un mari, ainsi qu'à la rage folle du frère de cette dernière. C'est étonnant tout de même de voir comment Angèle parle de l'auteur de ces lettres, donc d'elle-même. Il y a quelque chose de triste, de méchant et de lucide aussi. Alors que tout le monde commence à parler à mots couverts de ces lettres, c'est effectivement Marie-Antoinette Fiou qui est soupçonnée. Cette jeune femme, arrivée peu de temps auparavant dans la région, va ainsi subir une opprobre générale et constante. Et cette opprobre se renforce au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure que les destinataires et les lettres se multiplient, que leur intensité grandit. Il faut bien imaginer qu'il n'y a pas eu une semaine sans qu'une lettre ne soit reçue. Les gens en parlent, les clampes font leur boulot. Certaines lettres parlent de l'ancienne maîtresse de Maury, Geneviève Lagarde. Cette femme a pendant 12 ans déshonoré la vie de monsieur Maury. C'est une mégère, une gueuse, une fille publique. C'est très gênant pour madame Maury de rencontrer cette vaurienne sur son chemin. Pour la situation de monsieur Maury, cette femme est un obstacle. Elle doit quitter Tulle dans les plus brefs délais. Elle lui écrit aussi directement à cette femme. Vous êtes une vieille peau, une traînée, une fille publique. Vous déshonorez par votre présence à Tulle la vie de monsieur Maury. Si le 13 mai, vous n'avez pas quitté Tulle, si à cette date, vous n'avez pas exécuté les ordres que je vous ai donnés, malheur à vous et surtout malheur à votre horrible bâtarde.
Les lettres insultent aussi la femme de son frère. La salope, la femme à barbe. Et puis sa colère, son mépris s'étendent. Et la pédante Anna, la poule au préfet Gervais, n'est-elle pas non répugnante mais fade? Les blondes, ça sent mauvais. La litanie malveillante se poursuit, mois après mois. Quand Vor passe dans les couloirs, chacun se dit en place. L'espion passe. Et lorsque Vor entre dans le bureau, chacun se dit « Au travail, le mouchard est là ». Ne lui avait-il pas dit que vous étiez un satyre et que vous aviez plusieurs maîtresses et que vous obligiez toutes les pupilles à se donner à vous? Toutes les faveurs de Gervais, le séducteur, le beau-frère à Vor par le cul de sa femme. Mourit le cornard, le roi des cocus. En octobre 1918, enceinte de son amant, Joseph Trèche, avocat à Paris, fit sombrer le Polichinelle. C'est une peau, une grue, une salope. Il y a quelque chose de terriblement jugeant et moralisateur dans les lettres. Un corbeau est quelqu'un qui se crée un devoir moral. C'est au nom de valeurs morales qu'il dénonce les gens. Il dénonce leur turpitude, leur tromperie. Il dénonce ce qu'ils pensent. C'est toujours au nom de la morale. C'est une constante. Il ne s'agissait pas de dévoiler, mais de répandre et de donner un caractère quasiment officiel, comme un registre, un registre scrupuleusement tenu de toutes les turpitudes de la population. Tout est vrai. Enfin, si tout n'est pas vrai, on peut dire que presque tout est vrai. Elle n'a pas besoin d'inventer. Parce que le Trek, ce petit quartier où les populations sont très très stables et les familles se connaissent depuis fort longtemps, et grâce aussi au système des clans, tout le monde connaît tout à peu près sur tout le monde. On ne peut pas s'extraire bien longtemps du regard et des commentaires du voisinage. Ça n'est pas possible. Même si on joue la discrétion. Et j'ai envie de vous dire, surtout si on joue la discrétion, ça attire encore plus l'attention. Par exemple, Madame Favarque, qui est kleptomane. Dans de nombreuses lettres, il est mis Favard à kleptomane, qui, à tel jour, à telle heure, chez Madame, elle cite la commerçante, son nom, a volé un morceau de beurre qu'elle a caché dans la manche de son manteau de moire. Elle a été prise sur le fait, elle a reposé le beurre, pareil pour des pâtissiers, où elle vole des pâtisseries, pareil pour le charcutier, c'est-à-dire qu'on sait tout des petits événements de la kleptomanie de cette dame. On sait que sa fille, qui est mariée avec un certain Dufour, donc né Favard, Nini, boite, et elle est toujours surnommée par Angèle Laval, Nini l'a pas pressée. C'est-à-dire que les personnes, on leur reproche toujours les mêmes choses, on dévoile toujours les mêmes choses et elles ont toutes à peu près le même surnom. Par exemple, pour sa belle-sœur, l'altière et l'orgueilleuse coste, la mule qui ne peut ni pondre ni couver. Un tel qui a une fois eu de notoriété publique, visiblement une maladie vénérienne, il avait reçu un coup de pied de Vénus. C'était pas une révélation sur sa vie, mais sur son état de santé. Des tromperies, et elle s'exprimait toujours sous la forme extrêmement cruelle et méchante de la question négative. Que n'a-t-elle pas dit celle-là le jour où? Et n'a-t-elle pas vu? Ne savez-vous donc pas que? Elle était très factuelle, elle ne reproche pas des choses, elle raconte. Alors, bien sûr, un tel qu'elle appelle toujours le voleur du ravitaillement. On est dans la guerre quand même. Elle n'en parle que ainsi. Et il y avait des accusations assez graves. Je ne dis pas que tout était vrai sur un plan pénal, ou qu'il y aurait des poursuites, mais elle tenait scrupuleusement le registre de tout ce qui se disait, ce qui se savait à l'intérieur de sa communauté. Les contenus ne changent pas vraiment, c'est toujours les litanies malveillantes, les récits, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a fait le tour de ce qui se passe dans le Trek et de ce qui s'est passé jadis quand des gens étaient plus jeunes, elle ne peut pas en inventer. Elle est réaliste, elle a une mission morale dans ses fantasmes maléfiques, elle ne va pas inventer. Si Angèle n'invente rien, elle ne parvient pas à empêcher le mariage de Marie-Antoinette Fiou et de Jean-Baptiste Moury, qui a lieu dans les premiers mois de l'année 1921. Les lettres s'arrêtent alors quelques jours, peut-être quelques semaines, et reprennent de plus belle. C'est un déchaînement de violence qui s'abat sur Tulle à partir d'avril 1921. Et cette fois, les lettres sont signées. D'anonyme, on passe à un pseudonyme. Son nom ? L'œil de tigre.
Acte 3. L'œil de tigre est né. L'œil de tigre, c'est une pierre, un cristal de la famille des quartz. Il est reconnaissable grâce à ses teintes jaune doré et brune. En lithothérapie, on utilise l'œil de tigre pour atténuer les douleurs et éloigner les mauvais esprits. Coïncidence, cette pierre est associée au signe astrologique du Gémeaux, le signe d'Angèle. La jeune femme qui finit presque par s'effacer derrière le personnage qu'elle construit. L'œil de tigre apparaît au printemps d'un seul coup et va peu à peu, c'est très visible, prendre la place d'Angèle elle-même dans son cerveau. Les lettres ont tendance à être plus longues. Les marges qu'elle laisse au début, elle éprouve le besoin de les remplir jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul presque millimètre de papier libre pour en mettre encore. C'est toujours écrit à l'encre en majuscule d'imprimerie, mais à une vitesse, au fur et à mesure, on comprend qu'elle a pu mettre au point une écriture aussi naturelle que son écriture cursive, que son écriture d'Angèle, quoi. On sent que l'œil de tigre prend de l'audace, de l'assurance, du pouvoir, il grossit, il se nourrit de son propre poison. Là, on est milieu 21, ça a commencé fin 1917. Personne ne la soupçonne encore, personne. Tout le monde soupçonne Marie-Antoinette Fiou et tout le monde s'attend à l'inculpation de Marie-Antoinette Fiou, épouse Moury. À ce moment-là, elle se fait traiter, cette jeune femme, une fois qu'elle a eu accouché, de salope dans la rue. L'œil de tigre, on le sent véritablement prendre de la force, de l'importance dans les lettres. Il affirme, il assène, jusqu'au moment où il est capable d'écrire. Je dis « il » parce que là, on sent qu'Angèle, elle est passée au second plan. Sa personnalité réelle passe au second plan petit à petit, jusqu'à parvenir à écrire « Je suis moi, l'œil de tigre, le Lucifer de Tulle, devant moi, écartez-vous ». C'est le diable en personne, le pouvoir. Personne ne la soupçonne encore. Mais il va se passer, parce qu'à force de se croire invulnérable dans un si petit périmètre, de la préfecture à la Corrèze, on a à peu près 300 mètres. Et du bout de la barrière où habitait Moury jusqu'au cimetière du Puy-Saint-Clair, qu'on appelle le quartier de la Barussie, il y a pareil, 500 mètres. Et elle n'a sévi que dans ce périmètre-là. D'abord, elle prend des risques de plus en plus grands puisqu'elle dépose les lettres. Elle ne les envoie pas par la poste. Donc, elle pourrait se faire prendre. Il y en a eu dans le confessionnal de l'abbé Thialet dans la cathédrale de Tulle. Dans le tronc de l'église de la cathédrale aussi, le tronc où les gens déposent leurs oboles. Voilà comment se termine la première lettre qu'il signe, adressée à Antoine Arquebusier. Je suis l'œil de tigre. Je ne crains ni Dieu, ni diable, ni tous les cornards de Tulle, ni Rigaud, procureur à Tulle. Dans l'ensemble, les informations contenues dans les messages sont de la même nature, du même genre que lorsqu'elles étaient anonymes. Mais on y trouve une dimension sexuelle plus affirmée, plus franche, plus ordurière. Il y a une frénésie, une tension, comme si quelque chose s'était débridé, libéré presque. Je suis l'œil de tigre, je ne crains rien. Malheur à mes ennemis. Il menace ou défend, il insulte, rassure. L'œil de tigre monte en puissance, il fait savoir. Je ne fais jamais de menaces vaines, et toujours aux jours indiqués, les menaces sont fidèlement exécutées. Je suis invulnérable. Moi, l'œil de tigre, je ne crains rien. Ni Dieu, ni le diable, ni les hommes. S'il n'est pas un lâche qu'ils viennent à moi me trouver en face, moi, l'œil de tigre, je le briserai comme j'ai brisé Angèle Laval. Et effectivement, peut-être bien que l'œil de tigre a brisé Angèle Laval. Peut-être qu'elle se laisse avaler toute crue par le sentiment de puissance, de pouvoir que lui offre ce double malfaisant. À bien y regarder, il y a quelque chose de pathétique au sens premier du terme quand on regarde cette situation. Car Angèle Laval, la vraie, elle n'a ni puissance ni pouvoir. Quand les mots de l'œil de tigre sont partout, sur toutes les bouches, Angèle, elle reste insignifiante, socialement inexistante. Rien qu'une vieille fille qui vit avec sa mère. Tellement invisible qu'évidemment personne ne la suspecte d'ailleurs. Parce qu'une enquête est en cours depuis 1920, sans grand succès pour le moment. Et de ce sentiment d'impunité naît chez l'œil de tigre une audace non dissimulée.
Il prend de plus en plus de risques, il écrit de plus en plus, va déposer les lettres dans des endroits de plus en plus fréquentés. Et puis, pour trouver du plaisir, pour rajouter de l'excitation, parce que le jeu peut devenir lassant, l'œil de tigre s'amuse parfois à accuser certaines personnes d'être l'auteur des lettres. On joue avec le feu et la mèche qu'elle allume, là, qui va se révéler tragique, c'est quand elle écrit 2 lettres. Une à Madame, sa mère, Madame Laval, et une autre qui est adressée aux fameuses sœurs Léniac, là, où en fait, l'œil de tigre accuse Monsieur Gibert et son épouse d'être l'œil de tigre et d'être complice de l'œil de tigre. Voilà. Il se trouve que Auguste Gibert est un homme de 42 ans qui habite non loin de la préfecture. Il est le greffier du conseil de préfecture. C'est un fonctionnaire discret qui est papa d'une petite fille de 13 ans, qui est donc marié, qui est apprécié unanimement de tout le monde. Un gentil monsieur. Bonneville l'idiot, le ballot, celui qui eut son certificat et fit sa communion la même année. Malheur aussi à Estroge, le crétin, le lourdeau. C'est M. Martin qui l'appelle ainsi. Je suis Gibert, greffier, ennemi à Jean Queuille et ami à M. Maury. L'œil de tigre, c'est moi. Et ces 2 lettres vont déclencher un drame parce que autant sa femme, le préfet, tous les collègues ne le soupçonnent absolument pas, ni lui ni sa femme, et viennent le rassurer tour à tour, tout le monde défile, le rassure. Lui, ça le rend fou. Et il finit par déclencher une crise de paranoïa et de folie totale. On est obligé de l'interner début décembre. Et la veille de Noël, le 24 décembre, il est mort. On pense, sans l'avoir dit, qu'il s'est suicidé. La mort du greffier, le soir de Noël, agit comme une onde de choc dans la communauté. Toute la ville est présente lors de son enterrement, le 28 décembre 1921. Tout le monde est là. Tout le monde. Y compris Angèle Laval. L'ambiance est lugubre, il fait froid, il fait humide, et bien qu'on soit en pleine journée, la lumière a déserté la ville. Même le préfet de Corrèze a fait le déplacement, pour saluer la dépouille de son sympathique collaborateur. Les journalistes du Corrézien et de la Dépêche sont présents. Le discours sera repris dans tous les papiers, car pour la première fois, l'existence des lettres et la responsabilité de leur auteur dans le drame qui les réunit est exposée au grand jour. Tout le monde le sait. Celui dont nous venons ici saluer les restes mortels ne nous fut pas ravi par quelque accident ou par quelque maladie, mais par l'arme la plus empoisonnée qui soit, et qui est venue le frapper dans le dos de la façon la plus sournoise et la plus odieuse. Et voilà comment je suis amené, devant ce cercueil, à évoquer l'abominable campagne qui sème dans la ville, sous couvert de l'anonymat, depuis bientôt 3 ans, le mensonge, la calomnie, l'ordure, la haine, et aujourd'hui même, la mort. Aussi bien ce ne sont pas que des paroles de tristesse et de colère que je dois faire entendre sur cette tombe. C'est aussi un appel à la justice afin que son glaive s'abatte, certes à coup sûr, sans commettre d'erreur, mais impitoyablement et sans tarder, sur les criminels, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, dans quelque bouge ou ailleurs, qu'il ne faudra pas déclarer irresponsables, car tout atteste leur pleine et entière responsabilité. Certes, je dois le déclarer, il faut que l'opinion publique le sache. La tâche de la justice est, en la circonstance, hérissée de difficultés parce qu'elle se trouve en présence même du génie du mal. Le génie du mal. L'expression du préfet peut paraître aujourd'hui quelque peu grandiloquente, mais elle traduit bien l'état d'esprit qui anime la communauté. Une communauté blessée, une communauté qui veut venger sa mauvaise conscience aussi. Ils ont été manipulés, ils ont voulu jouer, ils ont perdu. L'œil de tigre a fait sa première victime, et ce ne sera pas la seule. Dans le prochain épisode de Femmes coupables, nous découvrirons la suite de cette affaire, de l'histoire de cette femme, de son crime, de ce qu'il raconte de son époque. Une époque où les psychiatres s'appellent encore des aliénistes et où le comportement des femmes peut s'expliquer par leur utérus.
À découvrir donc dans le 3e épisode de la saison 2 de Femmes coupables. Merci à Francette Vigneron, journaliste et autrice, entre autres, de l'ouvrage L'œil de tigre, la vérité sur l'affaire des lettres anonymes de Tulle, paru aux éditions Copier-Coller en 2004, mais aussi de la bande dessinée L'œil de tigre, illustrée par Antoine Caresma aux éditions Mayade en 2017. Cet épisode n'aurait pas été possible sans elle et sans les années de recherche qu'elle a passées à étudier cette histoire. Un tout grand merci à elle. Femmes coupables, un podcast La Première de Juliette Proutot, réalisé par Anna Bui et mixé par Simon Zrac.